Ils sont absolument partout sur les pistes. Avec leur combi rouge, on les reconnaît de loin, même en pleine tempête. Ils vous ont peut-être fait pleurer sur un téléski quand vous étiez petit. Eux, ce sont les profs de l'école du ski français, l'ESF. Monsieur Duss, vous aviez pris rendez-vous avec ma collègue de numéro 12. Une école privée que beaucoup de gens pensent publique et qui règne sur la montagne. Elle a plus de 80% du marché des cours de ski collectif. Autrement dit, elle détient un quasi-monopole sur la distribution des flocons, des deuxièmes étoiles et des étoiles d'or. Je suis donc allée sur les pistes pour comprendre cette domination. Car depuis 80 ans, l'ESF déploie un lobbying intense pour défendre son armée rouge. Ça doit faire du 6-7 millions d'euros. Derrière, on est là pour dépenser cet argent pour la défense et l'organisation du métier. Au fil des années, des écoles concurrentes sont venues grignoter des parts de marché. Et l'ESF défend férocement son territoire. Donc ça a donné lieu à plein d'histoires dans toutes les stations, de menaces, d'intimidations, de pneus crevés, j'en passais des meilleurs. Je suis Fleur Bourron, journaliste aux Échos, et pour tout vous avouer, je suis pas très forte en ski. Petite pensée pour ma deuxième étoile, que je n'ai jamais eue. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous raconter comment l'ESF dame la concurrence. L'histoire des tire-fesses et des télésièges en France, ce n'est pas si vieux. Avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'école de ski, et puis surtout, il n'y a pas de station de ski à proprement parler. Guillaume Desmurs est journaliste et auteur, il a coécrit une histoire du ski. J'ai été journaliste de ski, mais j'ai pas une très bonne technique de ski. Tout change à partir de 1945. L'État décide de miser sur la montagne et le ski devient un projet national. Sous Georges Pompidou, des plans neige sont lancés entre 1964 et 1977. Des stations de sport d'hiver sortent alors de terre. On construit des logements, des routes, des remontées mécaniques. Les touristes débarquent et forcément, faut leur apprendre à skier. Mais attention, avec la méthode française s'il vous plaît, théorisée par un skieur de renom, Émile Allais. Il faut désormais faire des virages avec les skis parallèles et planter le bâton. Le planter, moi, le bâton, là. L'ESF a participé à ce mouvement de création d'un nouveau sport et d'une nouvelle économie. Ils ont été les acteurs et puis aussi les bénéficiaires, bien entendu. Car pour enseigner cette technique française, un syndicat national des moniteurs du ski français se crée en 1945, ainsi que l'école du ski français. Et pas l'école de ski française, comme j'ai passé mon temps à le répéter au début de ce reportage. Un réseau d'écoles locales se tisse. Chacune est organisée en syndicat professionnel local, et l'ensemble est coordonné au niveau national par le puissant syndicat. Les moniteurs et les monitrices de l'ESF sont indépendants et cotisent à ce syndicat. Mais ils adoptent les mêmes règles, une formation commune, une méthode commune, et surtout un uniforme commun, le fameux pull rouge. L'ESF a aussi la très bonne idée d'instaurer un système de médailles et d'étoiles. Ils ont été très forts d'un point de vue commercial, avec tous ces niveaux d'évolution qui incitent à progresser. Donc tout ça, c'est des éléments assez symboliques. Pendant des années, les ESF sont quasiment les seuls sur le marché. Et comme souvent, premier arrivé, premier servi. Elles s'installent partout, aux meilleurs emplacements. Je suis allée voir ça de plus près, en Savoie, à Val Thorens et à Courchevel. Et j'ai particulièrement bien choisi mon jour. Ici Pays de Savoie, première radio sur l'actu locale. C'est rarissime, le risque d'avalanche est de 5 sur 5 sur quasiment tous les massifs. C'était un peu la tempête, mais malgré ça, on voit le logo de l'ESF partout. Bon, on dirait un peu le drapeau français un 14 juillet. Les accueils ESF sont implantés stratégiquement sur le front de neige, souvent juste à côté de l'office du tourisme ou de l'achat des forfaits, là où tout le monde passe. Le jardin d'enfants prend une bonne partie de la piste et les départs de leçons sont ultra visibles. Alors forcément, quand on veut prendre un cours de ski, le réflexe naturel, c'est de se tourner vers l'ESF. Aujourd'hui, il y a 210 ESF répartis dans 5 massifs français et le syndicat revendique 16 500 moniteurs. Dans la majorité des stations, il n'y a d'ailleurs que l'ESF. Fatalement, elle finit par incarner une forme d'école officielle. Certains pensent même qu'il s'agit d'un service public. L'ESF a participé de cette confusion, la couleur de leur tenue, rouge, et puis un peu de blanc, un peu de bleu, donc ce sont les couleurs du drapeau français, donc il y avait tous les attributs, tous les symboles d'une école officielle. Et la tenue, elle aide pour autre chose. Moi, si ça me sert, moi en fait voilà, ça m'a servi, bien servi. Bon, le mythe du moniteur dragueur, ça fait partie du package. Pour un vacancier, avoir un moniteur ESF habitant de la vallée, c'était une connexion avec la vie locale. Il y avait une connexion avec, vraiment avec le mode de vie montagnard. Si beaucoup de montagnards sont devenus moniteurs, c'est que les leçons sont lucratives. Pour obtenir sa deuxième étoile à la Rosière, par exemple, pendant les vacances de février, il faut débourser 204 € pour la semaine.
Multipliez ça par des milliers d'enfants et vous obtenez un volume d'honoraires total de 360 millions d'euros. Et pour garder cette poule aux œufs d'or, il faut défendre son monopole, coûte que coûte. La mission première, c'est de défendre un métier, toujours défendre ce métier, défendre localement, défendre ce métier pour défendre le métier. Si l'ESF s'est maintenue au sommet toutes ces années, c'est parce qu'elle a des sous et le bras long, très long. Vous interviewez si j'ai pas ma deuxième étoile. J'accepte. Ce monsieur, c'est Éric Brèche, le président du syndicat national des moniteurs du ski français. On l'a rencontré au Prat, à Courchevel. Donc il y a deux sources de revenus pour le syndicat des moniteurs, c'est les adhésions des moniteurs et le 1% du chiffre d'affaires qui est généré par chaque moniteur de ski. Ça doit faire du 6-7 millions d'euros. Derrière, on est là pour dépenser cet argent pour la défense et l'organisation du métier. L'ESF a été très forte et très efficace pour verrouiller et pour préserver sa position dominante de plusieurs façons. D'abord avec un lobbying extrêmement efficace auprès des autorités, auprès de l'État, à Paris. C'est même difficilement compréhensible aujourd'hui l'entre-gens politique que l'ESF, le syndicat national des moniteurs de ski français, peut encore avoir aujourd'hui vis-à-vis de l'État. Et ça se traduit de plusieurs façons. Pendant le Covid, par exemple, l'ESF obtient très rapidement des aides pour ses moniteurs indépendants. Leurs pertes peuvent être compensées jusqu'à 10 000 euros par mois. L'autre terrain stratégique que défend l'ESF, c'est l'accès au métier et l'exigence de son diplôme. Un peu comme pour les taxis, vous avez une licence et puis c'est cette licence qui a de la valeur et qui préserve votre métier par une certaine rareté. Gilles Chabert, l'ancien président du syndicat, a obtenu de limiter l'accès des moniteurs étrangers sur les pistes françaises grâce à un système d'équivalence des diplômes très exigeant. Et l'exigence du diplôme est d'ailleurs la même que l'on enseigne le chasse-neige à des enfants de 3 ans ou le slalom en compétition. On a vu dans d'autres sports, malheureusement, ils ont été dévalorisés parce qu'à un moment donné, on pensait qu'il fallait avoir plusieurs diplômes. Vous voyez, qu'un maître nageur sauveteur, et puis maintenant il y a des surveillants de baignade, et ce qui fait que maintenant vous retrouvez en France, et à mon grand désespoir, des piscines qui sont fermées, faute de personnel qualifié. On a précarisé des métiers. Avec cette formation, l'ESF prend les skieurs à la racine. Il y a un enseignement du ski qui, pendant longtemps, était presque la chasse gardée des ESF. Donc, enfant, il y a toute une génération qui est passée par l'ESF. Et cet écosystème, il fonctionne plutôt bien côté moniteur, qui trouve presque tout le temps du boulot. Et pour ceux qui se demandent combien ils gagnent, ça dépend notamment de l'ancienneté, de la station, du nombre de skieurs. C'est difficile de vous donner une moyenne, mais pour vous donner un ordre d'idée, un moniteur peut se faire 50 000 € sur une saison de 4 mois et demi. Mais depuis les années 80, la concurrence a émergé. Des écoles indépendantes tentent de se faire une place. Dans les années 70, un premier concurrent débarque sur les pistes, l'école de ski internationale. Puis des autres écoles viennent se positionner derrière, Evolution 2 et Oxygène. En 2021, Evolution 2 a d'ailleurs été rachetée par l'énorme entreprise de loisirs, la Compagnie des Alpes, qui détient de très nombreux domaines skiables. Mais chacune n'a qu'entre 300 et 1500 moniteurs. Et alors, c'est comment d'être concurrent de l'ESF ? Eh bien, j'ai parlé avec plusieurs moniteurs et directeurs, et ils étaient très frileux. Peu de gens osent critiquer publiquement l'ESF. Déjà car l'ESF est très implanté dans la montagne, et pas que sur le front de neige. Beaucoup de moniteurs ont des responsabilités politiques et du pouvoir. J'étais rentré au conseil municipal à Courchevel, j'avais été vice-président de l'Office du tourisme. Il y a beaucoup de moniteurs de ski qui s'engagent aussi dans la vie locale. Alors on a plus de 50 maires. Exister comme concurrent, c'est un parcours du combattant. Il faut obtenir des lieux de rendez-vous pour ses cours, des locaux d'accueil ou des casiers de stockage. Et sur ces sujets, certains n'hésitent pas à parler de concurrence déloyale. Au Settlo par exemple, l'ESF a été pointée du doigt en 2020 pour abus de position dominante. Elle se serait arrangée avec le domaine skiable pour exploiter exclusivement les 3 jardins d'enfants et obtenir la gratuité des forfaits saison pour ses moniteurs. Éric Brèche, lui, relativise. On n'empêche personne à acheter un local ou à louer un local. Ce qui est difficile des fois pour la concurrence, c'est d'admettre qu'il faut mettre de l'argent dans un pot commun pour pouvoir faire les choses. Éric Brèche reproche par exemple à ses concurrents de ne pas adhérer à la Fédération française de ski et donc de ne pas financer les athlètes de haut niveau. Il leur reproche aussi de ne pas soutenir l'office de tourisme ou encore de ne pas proposer des heures d'enseignement au ski scolaire. Du coup, pour chasser hors des plates-bandes de l'ESF, les concurrents ciblent une clientèle internationale et proposent des méthodes différentes. Il y a un très gros travail avec les tours opérateurs qui est fait justement pour concurrencer ce syndicat, la marque ESF. Pierre Morlac est directeur d'une école de ski Oxygène à Val Thorens. Parce que autant en France, c'est une culture, on connaît l'ESF parce qu'on connaît les médailles, etc. Nous, on est beaucoup plus international, donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de salons à l'international. Il est implanté depuis plus de 10 ans
Et s'il a réussi à se faire une place, il y a un problème qu'il n'a pas encore résolu. Trouver des moniteurs de ski, effectivement, c'est le nerf de la guerre. Forcément, un enfant qui est de la vallée et qui depuis qu'il est tout petit est encadré par l'ESF, il a 18 ans, il a son test technique, il commence à enseigner, tous ses amis sont à l'ESF. Pourquoi il irait pas à l'ESF? Donc voilà, il y a aussi ce côté-là où on peut être aussi pas mal vu, mais parce qu'on va chez les concurrents. On essaie d'être vendeur dans le sens où on propose de la formation. On a peut-être des taux horaires qui sont différents, on a d'autres avantages. Sur les 450 nouveaux moniteurs diplômés chaque année, 440 vont à l'ESF. Une règle d'obtention du diplôme de moniteur met aussi des bâtons dans les skis des écoles concurrentes. Pour attirer des nouveaux moniteurs, il faut les former pendant des stages. Problème, depuis quelques années, une école doit avoir au moins 10 moniteurs diplômés pour accueillir des stagiaires. Et ça pénalise des petites écoles qui n'atteignent pas ce seuil. Elles ont du mal à attirer de nouveaux moniteurs. Pour s'assurer de leur fidélité, l'ESF faisait signer à ses travailleurs indépendants une charte d'exclusivité. À cause de ça, l'autorité de la concurrence a ouvert une enquête. Depuis, l'ESF affirme avoir transformé cette charte en notion d'engagement. Mais parmi toute cette concurrence, ce sont les moniteurs indépendants qui inquiètent le plus l'ESF. On a énormément, par exemple, de moniteurs italiens à ce jour, ils sont 1800 sur le territoire. Et là, certains ne déclarent plus rien ici, déclarent dans leur pays. Ça met en tension justement des structures comme les nôtres. C'est quelque chose sur lequel nous mettons beaucoup de pression, effectivement. Bref, le modèle de l'ESF est concurrencé et attaqué. Mais ce qui va surtout rebattre les cartes, c'est le réchauffement climatique. On sait qu'il y a des endroits auxquels certainement la raréfication fera qu'à un moment donné, ça tombera, des endroits à 1000 mètres. Pour capter une autre clientèle, l'ESF a créé une plateforme pour vendre des séjours toute saison et se développe sur les activités estivales. Pendant ce temps, les moniteurs doivent s'adapter à la montée en gamme du ski. Les prix des forfaits qui augmentent en moyenne d'à peu près 7% par an, le prix de la restauration, le prix du logement, le prix du matériel, tout ça fait qu'on a une transformation de la clientèle aussi. Bref, moins de classes de neige et plus d'ultra riches. Une chose est sûre, ceux qui survivront, ce sont ceux qui parleront anglais. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Mercato. N'hésitez pas à nous raconter vos souvenirs avec l'ESF si vous en avez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.